Bonjour, l'enquête sur les causes du crash d'un avion de Air Algérie survenu ce 24 juillet au Mali a suffisamment évolué. Le premier rapport d'étape sera dévoilé ce vendredi à Bamako. La pratique de la torture est d'une gravité et d'une ampleur insoutenable au sein des forces de sécurité nigérianes. Amnesty International appelle le gouvernement du Nigeria à œuvrer enfin contre la torture. Le géant chinois de la distribution en ligne Alibaba fait une entrée fracassante à Wall Street ce vendredi. Selon les spécialistes, cette entrée va permettre à Alibaba de grandir encore plus. Très heureux de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Nous démarrons ce journal avec l'Écosse. C'est le non qui l'a emporté sur le référendum relatif à l'indépendance du pays. Les Écossais ont donc opté pour l'autonomie à 55% des suffrages, exprimés au terme d'un scrutin dont les résultats étaient très attendus. Les réactions fusent de partout dans le monde entier pour apprécier ces résultats. Les dirigeants européens, par exemple, se sont félicités de ce non écossais à une indépendance dont ils redoutaient l'effet dévastateur pour l'Union européenne. Les résultats du référendum écossais, le résultat bien évidemment est bon pour l'Europe unie, ouverte et plus forte. Que soutient la Commission européenne, a réagi le président José Manuel Barroso. Les dirigeants européens avaient prévenu qu'en cas d'indépendance, l'Écosse serait considérée comme un pays extérieur à l'Union européenne et devrait passer par une procédure d'adhésion, un précédent à haut risque. Sans suspense, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, lui affirmait très heureux du rejet d'une indépendance que l'Espagne refuse à la Catalogne, en déniant aux nationalistes catalans le droit d'organiser le référendum qu'il planifiait pour le 9 novembre prochain. Et justement, après l'annonce des résultats, Alex Salmond, le chef de file des indépendantistes écossais, a concédé ce vendredi à Édimbourg la défaite de son camp. L'Écosse a décidé à la majorité de ne pas devenir à ce stade un pays indépendant, a-t-il déclaré. Je vous propose ici de suivre un extrait de sa déclaration. Il est important de dire que notre référendum a été un processus convenu et consenti et l'Écosse a décidé à la majorité de ne pas devenir à ce stade un pays indépendant. J'accepte le verdict des urnes et j'appelle tous les Écossais à faire de même et à accepter la décision du peuple. Mais je pense que chacun d'entre nous, dans cette campagne, dira qu'avec 55%, 1,6 million de voix est un vote important pour l'indépendance écossaise et l'avenir de ce pays. Je pense que le processus par lequel nous avons pris notre décision en tant que nation reflète un crédit énorme sur l'Écosse. Un taux de participation de 86% est l'un des plus élevés du monde démocratique de toute élection ou tout référendum dans l'histoire. Cela a été un triomphe pour le processus démocratique et la participation à la vie politique. De son côté, le Premier ministre britannique David Cameron se réjouit des résultats issus de ce référendum en Écosse. David Cameron, bien évidemment, a appelé ce vendredi à un rassemblement après la victoire du non qu'il avait lui-même soutenu, promettant d'octroyer de nouveaux pouvoirs aux 4 nations constitutives du Royaume-Uni. Je vous propose ici, Madame, Monsieur, de suivre également un extrait de sa déclaration tenue ce vendredi même devant le 10 Downing Street. Le peuple écossais a parlé et sa décision est claire. Il a décidé de maintenir l'intégrité de nos 4 nations et comme des millions d'autres personnes, j'en suis heureux. Comme je l'avais dit au cours de la campagne, assister à l'éclatement de notre Royaume-Uni m'aurait brisé le cœur. Cette question est maintenant réglée pour une génération, voire pour toute une vie, comme l'a dit Alex Salmond. Il ne peut y avoir plus de divisions, de réclamations. Le peuple écossais a parlé et sa décision est claire. Nous devons aller de l'avant et faire en sorte que ce moment serve à ce que tout le monde, peu importe la façon dont ils ont voté, se rassemble pour construire un meilleur futur pour tout le Royaume-Uni. Nous poursuivons ce journal à l'enquête sur les causes du crash de l'avion de Air Algérie survenu au Mali. C'était le 24 juillet dernier. L'enquête a donc suffisamment évolué. Le premier rapport d'étape dans ce cadre sera dévoilé ce jour même, sera dévoilé ce 20 septembre du moins à Bamako lors d'une conférence de presse. Des précisions à travers ce reportage.
À la suite des réunions de travail organisées au bureau d'enquête et d'analyse BEA cette semaine à Bamako, Nfali Cissé, le président de la commission d'enquête du Mali, a confirmé que la présentation officielle du rapport d'étape aura lieu à Bamako ce samedi, a indiqué le BEA dans une note d'information diffusée sur son site internet. Cet accident a entraîné la mort de 116 personnes, dont 54 Français. Au lendemain de ce crash, plus précisément le 7 août dernier, le BEA, chargé par les autorités malienne de mener l'enquête technique, avait indiqué que l'avion, un McDonnell Douglas MD-83, avait été pulvérisé à son impact au sol après avoir perdu de la vitesse et viré à gauche pour une raison indéterminée alors qu'il traversait une zone orageuse. Le BEA avait également révélé que les enregistrements des conversations de l'équipage étaient inexploitables, mais les enquêteurs devaient tenter de reconstituer ces enregistrements qui permettraient de comprendre la réaction et les actions de l'équipage. Précisons que l'enquête technique du BEA a pour but d'améliorer la sécurité aérienne. Les responsabilités pénales sont du ressort de la justice. 3 enquêtes ont été ouvertes au Mali, en France et au Burkina Faso. Amnesty International a appelé ce jeudi le Nigeria à criminaliser enfin la torture. L'organisation constate que sa pratique est d'une gravité et d'une ampleur insoutenable au sein des forces de sécurité nigérianes. Reportage. Dans un nouveau rapport intitulé « Bienvenue en enfer », Amnesty International estime que l'ampleur et la gravité des tortures infligées à la population nigériane par les autorités censées les protéger sont insoutenables. Selon elle, l'éventail des techniques utilisées est effrayant et va notamment de l'arrachage d'ongles ou de dents à la suffocation, en passant par les décharges électriques et des violences sexuelles. Nous croyons que c'est le moment pour le gouvernement de criminaliser la torture et appliquer cette loi efficacement. Deuxièmement, le gouvernement doit s'assurer que des enquêtes indépendantes et impartiales soient menées pour toutes les allégations de torture au Nigeria. Le cycle d'impunité doit s'arrêter. Nous croyons que des milliers de personnes ont été tuées de façon extrajudiciaire, de sang-froid, et aussi des centaines meurent dans des conditions de détention vraiment terribles, y compris affamées, avec des nourritures non adéquates et une attention médicale non appropriée. Une loi interdisant la torture est bloquée au Parlement nigérian depuis 2 ans. Le Nigeria est considéré par Amnesty International comme le 5e pays au monde où la pratique de la torture est la plus répandue. Libéria à présent, la présidente Ellen Johnson Sirleaf salue la décision de son homologue américain Barack Obama, décision suivant laquelle les États-Unis enverront sous peu 3000 militaires pour appuyer le Libéria dans sa lutte contre Ebola. Mais dans le rang des populations, les avis divergent sur la question. Reportage. Un tien vaut mieux que 2. Ellen Johnson Sirleaf a favorablement accueilli l'annonce par le gouvernement des États-Unis d'une aide militaire directe à son pays dans la bataille contre Ebola et dit espérer que d'autres sauront lui emboîter le pas. La nouvelle n'a non plus laissé indifférents les populations. C'est un signe clair que le Libéria, en tant que nation, n'a pas la capacité de gérer la situation actuelle. Donc nous sommes ouverts et demandons à nos partenaires internationaux et aux pays amis de venir à notre secours. Nous sommes ravis de voir que le gouvernement américain a écouté le peuple de Libéria et a promis de déployer 3000 hommes au Libéria pour assister notre lutte. La contribution américaine saluée du grand nombre, il est toutefois des voix qui s'élèvent au sujet de son opportunité, vu la nature de l'aide. Je suis vraiment surpris de voir l'Amérique nous envoyer des forces militaires et non médicales. On ne sait pas quoi penser. Peut-être que l'Amérique a des motifs ultérieurs. Il faut qu'ils viennent dire au peuple du Libéria ce qu'ils cachent. Barack Obama et Ellen Johnson Sirleaf, tous 2 prix Nobel de la paix respectivement en 2009 et en 2011, ont échangé à plusieurs reprises tout au début de la crise. Les militaires américains en Afrique de l'Ouest ont officiellement pour mission de participer à la construction de centres de traitement, d'offrir une aide logistique et de former le personnel sanitaire sur place. À présent, d'autres informations sur le continent africain. Nous irons entre autres en Guinée, au Mali, où le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, a une fois encore fait parler de lui. L'Afrique en bref du jour est une compilation de la rédaction de Sika. Au Nigeria, le célèbre télévangéliste propriétaire d'un immeuble dont l'effondrement a fait 80 morts vendredi dernier à Lagos a dénoncé un complot contre son église. Des Nigérians, des Sud-Africains et d'autres étrangers figurent parmi les victimes de l'accident qui a fait au moins 80 morts et 130 blessés.
Au Mali, 5 Touaregs membres d'une même famille ont été enlevés par des hommes armés près de Tombouctou dans le nord-ouest du pays. Aucune revendication pour l'heure, mais on évoque la piste d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. En Guinée, au moins 21 personnes ont été blessées lors d'une manifestation contre des officiels en campagne de sensibilisation sur l'épidémie d'Ebola dans le sud-est du pays. Au Rwanda, le président du Sénat, Jean Damascène, a démissionné ce mercredi de ses fonctions, évoquant des raisons personnelles. L'homme a précédemment été mis en cause par 15 membres de la Chambre haute du pays. En République démocratique du Congo, des policiers et militaires se sont affrontés dans la nuit du mercredi à jeudi au Nord Kivu, dans le nord-est du pays. Une bataille rangée ayant fait au moins 2 morts dans le rang des policiers. En France à présent, la grève des pilotes de Air France s'est poursuivie ce jeudi et devrait continuer ce vendredi. Cela fait 5 jours que les clients de la compagnie payent les frais de ce mouvement de grève. Même si la situation devrait un peu s'améliorer aujourd'hui, seuls 45% des vols seront assurés selon la direction de la compagnie. Les propositions faites par cette dernière pour tenter de désamorcer la grève sont jugées largement insuffisantes par le président du syndicat des pilotes de cette compagnie. Ce dernier estime par ailleurs que ces nouvelles propositions n'apportent rien de nouveau pour rassurer les pilotes. Le géant chinois de la distribution en ligne Alibaba fait ce vendredi une entrée fracassante à Wall Street. Selon un spécialiste du secteur des technologies, cette entrée en bourse va permettre à Alibaba de grandir encore plus. Un autre gagnant, Yahoo, actionnaire majoritaire d'Alibaba. Reportage. Alibaba enfin à Wall Street. Le géant chinois de la distribution en ligne fait son entrée en bourse après avoir levé un peu plus de 25 milliards de dollars pour devenir la plus grosse opération boursière de l'histoire. C'est sûr, une part d'enthousiasme exagéré pour l'action Alibaba en bourse. Mais la vérité, c'est que son potentiel est vraiment très fort. Ils ont un modèle que personne n'a réussi à concurrencer. Je pense qu'ils vont continuer à grandir. Ils ont vraiment pénétré le marché chinois et ils ont développé une base solide en Chine et dans d'autres marchés asiatiques. Ils vont grandir dans d'autres marchés. Ils ont le bras beaucoup plus long que eBay parce qu'ils peuvent servir les Chinois en Chine, mais aussi les Chinois aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Angleterre. Somme toute, l'entrée en bourse d'Alibaba est un tournant qui pourrait mettre fin à la domination des États-Unis dans le secteur technologique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont entrés très tôt dans le marché et ils sont partis de rien pour devenir une entreprise énorme qui fait tout un tas de choses différentes. Virtuellement inconnu hors de cette terre, Alibaba, qui compte quelques 20 000 employés, se taille la part de Lyon en Chine sur le marché des transactions en ligne entre particuliers, un marché qu'il contrôle à 90% avec sa plateforme Taobao. En un an, il a presque triplé son bénéfice net, atteignant près de 2 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 2,5 milliards sur son trimestre clos en juin. Autant de choses qui profiteront à ses actionnaires, parmi lesquels Yahoo. Le marché du jeu vidéo pur et dur, à présent qu'on disait dévoré par les multiples possibilités de divertissement en ligne sur mobile et tablette, tente aujourd'hui de rebondir en attirant les nouveaux joueurs sur les consoles traditionnelles. Reportage. Un smartphone transformé en mini-console. C'est la dernière trouvaille de Sony pour attirer les joueurs sur téléphone portable. Tous les fabricants de consoles tentent d'une manière ou d'une autre de conquérir un nouveau marché. Celui des adeptes de Farmville ou autres Fruit Ninja qui n'ont jamais joué sur console. En 2013 au Japon, le marché du jeu social sur mobile pesait 2,6 milliards d'euros. Et c'est la grande tendance du Tokyo Game Show cette année. Nous visons avant tout les personnes déjà habituées aux consoles, mais nous espérons aussi inciter ceux qui ne sont pas si familiers avec ce divertissement, mais qui peuvent s'y mettre par le biais de notre gamme de téléphones Xperia. Le concurrent de Sony, Microsoft, lui veut ramener les jeux en ligne sur console. La société américaine a déboursé 2 milliards d'euros pour racheter Minecraft, un simple jeu de construction en briques qui comptait plus de 100 millions d'utilisateurs rien que pour sa version PC. La toute nouvelle Xbox a beau avoir une carte graphique surpuissante, elle offre désormais une sélection de petits jeux très simples mais très addictifs.
Ce qui fait l'attrait des consoles, ce n'est pas un jeu en particulier, c'est le fait qu'on puisse jouer à une grande variété de jeux, y compris les jeux indépendants, comme ceux-ci. L'idée, c'est de satisfaire le plus grand nombre d'utilisateurs possible. Fédérer ces nouveaux utilisateurs reste toutefois un défi pour les géants du jeu vidéo. Gris, en revanche, y parvient très bien. Cette plateforme sociale ne produit que des jeux sur mobile et sur les sites comme Facebook. Elle compte près de 50 millions d'utilisateurs au Japon. La force des jeux mobiles, c'est leur côté global. L'intérêt, ce n'est pas de jouer tout seul sur son téléphone portable, c'est le fait de savoir que tout le monde y joue en même temps. Si le marché du jeu vidéo a violemment été chamboulé par l'arrivée des smartphones et des jeux sociaux, les consoles ne sont pas mortes et comptent bien tirer profit de cette épreuve. Une note de divertissement à présent avec le festival de breakdance en Ouganda, un festival qui vise à sortir les jeunes de la violence des rues et de leur faire découvrir les potentialités de leur danse traditionnelle. Reportage. Des pas d'Afro House et des mouvements de Bola et d'Amagunju. Ou comment faire du neuf avec de l'ancien. Un mix pour raviver l'intérêt pour la culture ougandaise. Et le festival Batalo attire aussi les jeunes du Kenya, Congo et même le champion de France de breakdance venu encourager l'initiative. Ils ont ce qu'on appelle l'instinct, le groove, cette capacité à donner de la vie au mouvement. Après, ce qu'ils n'ont pas, c'est beaucoup de technique. Ils n'ont pas beaucoup de technique. Des jeunes Ougandais bourrés de talent mais qui ont du mal à s'intéresser aux quelques 40 danses traditionnelles de leur pays. Le cocktail moderne traditionnel leur permet de revisiter cet héritage. Les jeunes abandonnent leur danse traditionnelle parce qu'ils regardent MTV Base et tout ça, les médias. Quand ils regardent ça, ils se disent « qu'est-ce que c'est que cette frénésie ?» Ils veulent faire ça. Au final, ils n'apprécient pas ce qu'ils ont. Les arts en Ouganda sont loin d'être une priorité pour le gouvernement. Moins d'1% du budget de l'État y est consacré, alors les financements privés ont pris le relais pour donner naissance au projet, mais les effets bénéfiques restent sous-évalués. Ça représente beaucoup que des jeunes de la rue s'engagent dans ce genre de choses. Un défi. Et qu'ils arrêtent de faire les poches des gens et prendre de la drogue. Sortir une jeunesse de la rue, mais aussi stimuler l'économie. D'après une étude des Nations Unies, l'exportation des biens culturels a augmenté de 12% ces 10 dernières années dans les pays en développement. Une vitrine pour la culture ougandaise. Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Retenez que l'information se poursuit sur Sika et sur le site internet de Sika TV, c'est www.sikatv.info. Notre page Facebook également, Sika TV.